Je venais tout juste de boutonner mon chemisier lorsque le message arrive. Un chemisier vert pâle, choisi avec soin. Rien de trop voyant, rien qui aurait pu déclencher un commentaire moqueur de la part de ma fille. Je lissai le tissu, jetai une ouïe à l'horloge. 19h30, j'avais encore le temps de me rendre au dîner, même si je ne voulais pas être la première. Pas encore. Mon téléphone vibra sur la commode. Une vibration brève et sèche. Je souris en pensant que c'était sûrement un rappel, ou peut-être une question de dernière minute, du vin ou un dessert. Mais ce n'était pas cas. Le message disait « Tu n'es pas invité au dîner, ou je ne veux pas que tu viennes ». Je restai figé quelques secondes, relisant les mots une fois, deux fois, puis encore. Ils ne changeaient pas. Mon pouce tremblait légèrement, hésitant. Pendant un instant, j'ai voulu croire à une erreur. Peut-être qu'elle l'avait envoyé à quelqu'un d'autre par mégarde. Mais non, elle ne faisait jamais ce genre d'erreur. Alors je me suis assise, juste là au bord du canapé, entourée des objets qui avaient autrefois donné un sens à cette maison. Des photos de famille encadrées, des dessins d'enfants accrochés aux murs, une carte d'anniversaire sur laquelle elle avait griffon, avec tout mon amour, maman, sans grande conviction, l'écriture précipitée de ma fille, Claire. Je m'appelle Marguerite Lefebvre. J'ai 76 ans et jusqu'à ce soir-là, je croyais avoir tout fait pour mériter l'amour de ma fille. J'ai payé quand ils ne pouvaient pas. Je suis venue quand ils ne me demandaient rien. J'ai gardé le silence quand les silences devenaient pesants. Mais ce message n'était pas une erreur, c'était un choix. Et ce que je vais vous raconter n'est pas une histoire de colère. C'est une histoire de rêve. Je n'ai pas répondu au message. J'ai simplement retourné le téléphone et je l'ai posé sur la table basse. Son écran noir me fixait comme un reproche muet. Dehors, les lampadaires venaient de s'allumer, projetant leur lumière pâle sur les pavés humides. J'entendais, au loin, le crissement discret des pneus sur l'avenue de la Côte Fleurie. Les voisins s'installaient tranquillement pour leur soirée. Il faisait doux, un de ces soirs d'automne parfaits, faits pour les rires autour d'une table, le vin et les annonces de famille. Mais il n'y aurait ni table pour moi ni vin, juste le ronronnement du réfrigérateur et cette sensation sourde de compréhension qui commence à poindre. La maison me paraissait soudain plus froide. Pas dans l'air, mais dans l'âme, comme une pièce qu'on quitte sans prévenir. Je regardais autour de moi. Le salon, que j'avais décoré pour qu'il soit accueillant, me semblait désormais figé dans le temps, rempli de souvenirs de Vénus moqueuse. Sur le buffet, une photo de Claire en robe de diplômée, son sourire éclatant comme si le monde n'avait jamais été dur avec elle. À côté, un cliché de son mariage. Moi, de botte droite, à côté d'Hugo, qui m'avait à peine effleuré l'épaule pour la photo. Il ne m'avait plus jamais touché depuis. Je fixai l'étagère près du radiateur, celle où j'avais aligné les bricolages de Léo et de Camille, mes petits enfants. Une cour en argile marque d'une mamie tremblotante. Un cadre peint de travers représentant un jardin imaginaire. Autrefois, ces objets me faisaient sentir aimé. Maintenant, je n'étais plus sûre. Combien de ces gestes étaient sincères et combien n'étaient que des rituels familiaux sans profondeur? J'avais toujours été là pour eux, pour les anniversaires, les sorties scolaires, les rendez-vous à la mairie quand Claire était trop débordée. Je me disais que c'était qu'à être une bonne mère, une bonne grand-mère. Mon regard glissa vers le petit meuble à tiroir près du coin lecture. Deuxième tiroir en partant du haut, bien au fond, se trouvait une pochette Kraft, étiquetée Claire. Je ne l'avais jamais montrée à personne. Ce n'était pas une vengeance. C'était un réflexe d'ordre, une trace. Elle contenait des relevés de virement, des factures, des copies de chèques, l'aide aux premiers achats de leur maison sur les bords du lac d'Enghien, les frais d'école privée de Léo, le prêt que j'avais cautionné pour l'entreprise de jardinage d'Hugo, aujourd'hui disparu. Je me recroquevillai sous le plaid posé sur la coudoir du canapé. L'odeur apaisante de lavande s'en dégageait encore. Ces parfums, je l'utilisais pour me calmer les soirs trop lourds. Ces soirs-là, il était le seul réconfort à porter. Je ne pleurais pas.
Pas encore. Les larmes viendraient, mais pas à cause du choc. À cause de la clatte. Je n'avais pas été oublié. J'avais été écarté. Et dans ces silences-là, quelque chose en moi avait commencé à bouger. Le lendemain matin, je me suis levé plus lentement que d'habitude. J'avais l'impression que mes jambes se souvenaient de ce que mon cœur n'avait pas encore digéré. J'ai versé une tasse de café et me suis installé près de la fenêtre de la cuisine. C'est le qui donnait sur le petit jardin que j'avais revu un jour rempli des rires de mes petites enfants. Je regardais les haillers mal entretenues que Hugo avait promis de tailler au printemps dernier, promesse jamais tenue, et je me suis demandé depuis quand j'avais confondu silence et paix. Les souvenirs sont revenus doucement, comme une brume qui s'élève. Pas bruyante, mais persistante. Je me suis souvenu de la première fois où j'ai senti Claire s'éloigner. Ce n'était pas flagrant, juste un appel qui n'était pas retourné, un déjeuner manqué qui devint habitude. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, elle a souri en disant qu'elle était débordée. Le travail, les enfants, la fatigue, et je l'ai cru. Parce que les mères sont formées à inventer des excuses pour leurs enfants bien avant que ceux-ci ne sachent parler. Quant à Hugo, il a toujours été difficile à cerner. Poli mais distante. Il n'aimait pas que je passe à l'improviste, alors j'ai arrêté. Il se crispait dès que je posais une question sur les finances ou son entreprise. Alors j'ai appris à me taire. Il ne m'a jamais dit qu'il ne voulait pas de moi, pas avec des mots. Mais aujourd'hui, je me demandais combien de ces silences étaient des demandes cachées, et combien Claire a traduit par des gestes froids. Je repensais à ces Noëls où je leur avais offert une enveloppe contenant les premières mensualités de leur crédit immobilier. Ils venaient tout juste d'acheter cette maison en bord de lac, et je savais qu'ils avaient du mal à suivre. Claire avait regardé le chèque et dit merci, sans m'embrasser. Elle l'avait passé à Hugo, qui l'avait rangé dans sa veste d'un geste bref. C'est foutu. Pas de chaleur, pas de gratitude. Juste l'absorption silencieuse d'un soutien devenu attendu. Et cette fois où j'ai préparé une tarte aux pommes pour le dîner de famille, elle était restée posée sur le lave-vaisselle dans sa boîte toute la soirée. Le lendemain, je l'ai retrouvée intacte dans la poubelle. Claire m'a dit que c'était une erreur, qu'ils avaient oublié, mais elle n'a jamais soutenu son regard en disant que, avec le temps, j'ai préféré croire à leurs excuses plutôt que d'affronter la vérité. Je me suis dit qu'ils étaient fatigués, occupés. Je leur ai prêté des intentions qu'ils n'avaient jamais formulées. J'ai cru que l'amour n'avait pas besoin de se montrer tant qu'il existait encore. Mais le message de la veille avait arraché le dernier voile. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un oubli. C'était voulu. Froid, net, sans appel. Et il n'y avait plus rien à expliquer. Il était presque midi lorsque je me suis enfin levé pour aller jusqu'au classeur. Je ne l'avais pas ouvert depuis des mois. Les tiroirs grincaient un peu à cause de l'humidité, mais ma main retrouva aussitôt le chemin. Deuxième tiroir en partant du haut. Tout au fond, se trouvait une pochette craft marquée d'une simple étiquette, Claire. Je la prise entre mes doigts comme on soulève quelque chose de précieux mais fragile. Puis je l'ai menée jusqu'à la table, où je la posai avec lenteur. Son poids était discret, mais il portait des années entières. Je n'avais jamais eu l'intention d'en faire une sorte de registre. Tout avait commencé par une copie du virement que j'avais effectué pour leur premier apport immobilier, qui était en 2006. Ils avaient trouvé une maison idéale à Enghien-les-Bains, mais il leur manquait près de 25,000 euros. Claire m'avait appelé, la voix tremblante, expliquant qu'ils allaient en perdre le bien si la banque refusait. J'avais vu la somme dès le lendemain. C'est un cadeau, avais-je dit. Elle avait simplement répondu, tu nous sauves la mise. À l'époque, ça m'avait semblé suffisant. Je tournais les feuilles une à une. Une facture d'écolage pour Léo, leur fils Ain, dans une école privée du 17e arrondissement. Plus de 7,000 euros réglés en 3 fois. Claire avait dit que le public n'était pas adapté à sa sensibilité, que Hugo n'avait plus de contrats stables. Alors j'avais payé, sans rien dire. D'autres recours suivaient. Un changement de pneus sur la Clio de Claire, 580 euros. Une réparation de toiture après une tempête,
Two 300 euros. Un soin dentaire en urgence pour Hugo. 740 euros. Chacun était soigneusement agrafé. Certaines notes de ma main pour garder une trace. Puis je tombais sur le document du prêtre. 20,000 euros. Cautionnes par mois pour l'entreprise de paysagisme d'Hugo. Il disait que c'était temporaire, juste pour démarrer, qu'ils rembourseraient la première année. J'avais proposé de les aider à établir un prévisionnel, mais Hugo avait refusé. Sur de lui, l'affaire n'avait jamais dépassé les 6 premiers mois, et je n'en avais plus jamais parlé. En tournant les pages, ce que je ressentais n'était pas exactement de la colère, c'était plus profond. Comme si chaque document racontait une geste que j'avais faite pour rester proche d'eux, pour continuer d'exister dans leur vie, utile au moins. J'avais tendu la main, encore et encore, espérant être vue, mais elle avait été prise, sans jamais être vraiment tenue. Je refermai doucement la pochette et posai mes mains à plat sur la couverture. La pièce était calme et moi aussi. Je n'avais pas besoin de tes preuves pour un tribunal. Je n'en voulais pas pour me justifier. Je les gardais pour moi, parce que si un jour je doutais de comment je n'étais arrivé là, sur le écarté d'un repas auquel j'avais contribué, ces dossiers seraient là pour me le rappeler. La décision ne s'est pas imposée dans la colère. Elle est venue doucement, comme une lumière qui filtre à travers les volets au petit matin, sans bruit, mais impossible à ignorer. Une fois le café fini et les rideaux tirés, je savais ce que j'avais à faire. Ce n'était pas par vengeance, qu'était par nécessité. Il arrive un moment où cesser de s'effacer n'est plus une question d'orgueil, mais de survie. J'ai pris le petit carnet à spirale pose près du téléphone fixe et j'ai fait une liste. Elle n'était pas longue, mais chaque ligne portait du poids. J'ai inscrit tous les prélèvements automatiques, tous les virements permanents, chaque lien financier encore actif entre moi et la vie de Claire et Hugo, le complément de mensualité pour le prêt immobilier, les abonnements bien-être de Claire dans un institut de soins à Montmorency, toujours facture sur ma carte, le service de courses à domicile que j'avais souscrit pour l'hiver dernier, quand Claire avait eu cette grippe. Je me suis assise à mon bureau et j'ai composé le numéro de ma caisse d'épargne. Une conseillère m'a répondu avec un ton agréable, presque chantant. Elle me connaissait par mon prénom. Je lui ai donné mes coordonnées, puis j'ai demandé à mettre fin immédiatement au virement mensuel vers le compte joint de Claire et Hugo. Elle marque en silence, puis j'ai entendu son clavier reprendre. Vous souhaitez suspendre ou résilier de manière définitive, Madame Lefebvre? J'ai répondu calmement, résilier, et merci de noter que je ne souhaitais plus autoriser aucun mouvement vers ces comptes. Les démarches suivantes ont été aussi simples que précises. J'ai contacté la banque où j'étais garante pour le prêt professionnel d'Hugo. Le prêt était inactif depuis longtemps, mais mon nom figurait toujours sur la garantie. J'ai demandé son retrait immédiat. Ensuite, j'ai résilié les petites choses, les courses en ligne, les abonnements TV et musique dont les prélèvements s'accumulaient sur mes relevés. Chacune de ces annulations me procurait une sensation étrange, pas vraiment du soulagement, mais comme si je désirais une corde invisible autour de moi, une corde que j'avais moi-même nouée, croyant quoi me signifiait s'oublier. Je suis sorti dans le jardin. L'air de l'après-midi caressait ma peau. Les feuilles mortes se ramassaient en silence dans les coins. J'ai levé les yeux vers le ciel, non pas pour y chercher des réponses, mais pour m'y appuyer. Ce que je venais de créer, ce n'était pas un vide, c'était de l'espace pour respirer, penser, vivre à nouveau pour moi. Ce n'était pas une rupture, c'était une libération tranquille. Et dans cette tranquillité, j'ai compris que je n'étais pas en train de tout perdre. J'étais en train de me retrouver. Le message arrive vers 20 heures. J'ai plié du ligne pas par nécessité, mais parce que mes mains avaient besoin d'une tâche. La maison était silencieuse, ce silence qui peut devenir pesant si l'on y prête trop attention, c'est Camille qui m'écrivait. Coucou mamie, maman a dit que tu étais malade, tu vas bien. Je suis resté un moment à fixer l'écran, mes doigts frôlant les touches sans écrire. Mon premier réflexe a été de la rassurer, de préserver l'image d'un monde intact. C'est ce que j'avais toujours fait, arrondir les angles, protéger. Mais Camille n'était plus une petite fille.
Elle avait 16 ans, une intelligence vive et une sensibilité qui la rendait lucide. Elle méritait la vérité, ou du moins assez pour comprendre que je n'étais pas partie de mon plein gré. Je lui ai écrit lentement. Je vais bien, ma chérie. Je n'étais simplement pas invitée. Je l'ai appris une heure avant. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Quoi? Pourquoi? Ils ont dit que tu étais fatiguée et que tu préférais rester chez toi. Je me suis assise au bord du lit, les lignes encore sur mes genoux. Ce n'était pas seulement une exclusion, qu'était une réécriture. Une mise à l'écart maquillait un choix personnel. Comme si on avait voulu effacer ma peine avant même qu'elle ne se manifeste. Je ne t'aurais jamais laissé croire que, ai-je répondu. J'étais prête, habillée, j'attendais, puis j'ai reçu le message. Elle a mis plus de temps à répondre cette fois. Une minute entière, puis enfin ces mots. Je suis désolée, mamie, je ne comprends pas ce qu'ils font. Moi non plus, mais je n'avais plus besoin de comprendre. Les décisions avaient été prises sans moi, et je n'avais plus l'intention de me battre pour une place dans une histoire où je n'étais qu'un figurant. Je lui ai dit que je l'aimais et que je l'appellerais demain. Elle m'a répondu par un petit cœur. Ces simples symboles m'a réchauffé plus que toutes les cartes d'anniversaire passées, car il venait sans condition, sans attente, sans manipulation. Je suis restée là, dans la lumière tamisée de ma chambre, entourée de draps pliés et de silence, mon téléphone à côté de moi, comme un témoin. Je n'ai pas pleuré, je n'étais pas tremblante, j'étais droite. Et dans cette droiture, une pensée m'est venue sans prévenir. Toutes les fins ne sont pas brillantes. Certaines se glissent dans une phrase, dans un refus, dans un mensonge raconté à une adolescente sur sa grand-mère qui avait, une fois de plus, donné trop sans recevoir. J'ai appelé Maître Dumas le lundi suivant. C'était lui qui avait rédigé mon testament et les papiers de procuration après le décès de Henri. Un homme discret, toujours ponctuel, aux gestes mesurés, avec cette façon de parler qui vous met à l'aise sans jamais vous infantiliser. Je lui ai dit que je voulais faire des modifications, et il ne m'a pas demandé pourquoi. Il m'a proposé un rendez-vous rapide. Il aurait les documents prêts. Quand je suis arrivée à l'étude, une odeur de cire et de papier ancien m'a accueilli. Les fauteuils en cuir n'avaient pas changé. Une pile de bulletins juridiques était soigneusement rangée sur une étagère. Maître Dumas m'a salué avec respect. Il n'a fait aucun commentaire sur mon air plus fatigue. Il a simplement ouvert une chemise beige et m'a invité à m'asseoir. Je savais déjà ce que je voulais. La procuration qui donnait à Claire le pouvoir de gérer mes affaires en cas de besoin devait être révoquée immédiatement. Je l'avais désignée il y a des années, pensant qu'elle agirait selon mes volontés s'il avait m'empêché de les exprimer, que jour-là, je savais que je ne pouvais plus me permettre cette confiance. Je lui ai demandé de retirer son nom de tous les documents officiels liés à mes biens, mes comptes et mes décisions médicales. Il a hoché la tête tout en prenant des notes. Puis je lui ai parlé du testament. Je ne voulais plus que mes biens soient partagés entre Claire et mes petits-enfants. Désormais, tout irait à Camille. Hormis quelques legs symboliques à des associations et adieux à mes très chères, l'ensemble de mon patrimoine lui reviendrait. Maître Dumas a levé brièvement les yeux, mais n'a rien dit. Il n'a pas cherché à me dissuader. Il a simplement repositionné ses lunettes et dit « Très bien, Madame Lefebvre. Nous allons le formaliser. » J'ai signé chaque document avec soin, sans hâter. Chaque trait de stylo était une clôture, mais aussi une libération. Ce n'était pas un geste d'amertume, qu'était un acte d'équilibre. Pendant des années, j'avais bâti ma vie autour de la nécessité de donner. Aujourd'hui, je faisais le choix de me protéger. En sortant, le ciel était gris, un petit vent me souleva l'espace du manteau, et je le laissais faire. Je ne me sentais pas victorieuse, pas puissante, mais ancrée, et qui était suffisant. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée chez le fleuriste du coin. J'ai acheté un petit bouquet de tulipes, les préférées de Camille. Elle me l'avait dit un jour, entre deux confidences. J'ai glissé une carte dans la boîte aux lettres. Rien à propos du testament, rien à propos de Claire. Juste quelques mots simples. Je pensais à toi, et je t'embrasse tendrement. Le premier signe que quelque chose avait changé est arrivé moins de 2 semaines plus tard.
Je n'avais reconnu ni appel de Claire ni message d'Hugo, mais le silence avait cette façon particulière de devenir sonore lorsque ceux qui en bénéficiaient commençaient à en ressentir l'absence. Mon absence, cette fois, ne passait plus inaperçue. Un appel à ceux du standard de l'Institut de beauté au Claire et Camille allaient chaque mois. La réceptionniste, une jeune femme à la voix douce et gênée, m'a demandé si j'étais au courant que le prélèvement du mois n'avait pas fonctionné. Je lui ai simplement dit que c'était volontaire. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché avant qu'elle ne s'excuse. J'imagine la scène. Claire découvrant l'information. L'étonnement d'abord, puis l'agacement. Aucune explication, aucun avertissement. Juste une porte qui ne s'ouvrait plus. 3 jours plus tard, un message d'Hugo est arrivé. Bref, trop poli pour être sincère. Il me demandait si par hasard, j'avais oublié de renouveler le virement d'aide au remboursement de leur prêt immobilier. Il disait que la mensualité n'était pas passée, que la banque s'en inquiétait. Il n'y avait ni bonjour chaleureux, ni mot gentil. Juste une formule maquillée de courtoisie. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu sans détour. Cette aide est terminée. Merci de mettre vos documents à jour. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais le tremblement avait commencé. J'ai appris par Hélène, une ancienne voisine à eux, que Claire posait des questions à voix basse à propos de changements financiers imprévus. Elle ne m'a pas nommé, bien sûr, mais selon Hélène, c'était évident. Claire semblait nerveuse. Hugo, lui, était tendu. Apparemment, ces contrats s'étaient faits rares ces derniers mois, et l'aide que je fournissais leur servait bien plus que je ne l'avais imaginé. Je n'avais pas cherché à les mettre en difficulté. Je m'étais juste retiré. Sorti de scène. Un retrait doux, silencieux, mais entier, et maintenant, sans mon soutien, sans cette présence silencieuse mais constante, ils peinaient à se maintenir à flot. Je ne ressentais aucune jubilation, aucune satisfaction, seulement le poids de ce que j'avais longtemps soutenu à bout de bras, des années entières à stabiliser une structure qui ne m'avait jamais offert de toit en retour. Ce n'était pas une revanche, qu'était la vérité qui se révélait peu à peu. Je remplissais mes journées, je marchais le matin, lisais l'après-midi, triais des cartons dans le grenier, des affaires oubliées depuis la mort de Henry, je donnais des vêtements, vidais des tiroirs, offrais des livres. Ni Claire ni Hugo ne m'ont recontacté, et je n'ai pas tendu la main. Qu'était le véritable changement? Le calme ne sonnait plus comme une punition. Il ressemblait enfin à un choix. Je n'avais plus besoin d'être utile pour mériter ma place. Je l'avais écoutée, et elle ne me manquait pas. Le silence autour de moi s'était transformé en espace. Au début, je ne savais pas trop quoi en faire. J'avais vécu si longtemps dans l'ombre des besoins des autres que le vide soudain me paraissait presque coupable. Mais peu à peu, mes journées ont commencé à se remplir autrement, avec des choses simples, des choses qui ne demandaient rien en retour. J'ai rejoint un atelier d'aquarelle à la médiathèque municipale, tous les jeudis matin, dans une salle baignée de lumière. Une dizaine de personnes s'installaient autour de grandes tables en bois. Certains peignaient des paysages. D'autres, comme moi, essayaient de capturer une émotion. La première fois, ma main tremblait un peu. Les pinceaux hésitaient, mais très vite, les couleurs ont pris le dessus. Des bleus fondus, des verts imparfaits. Je n'étais pas doué, et cela n'avait aucune importance. Ce que je faisais n'était pas pour être exposé, mais pour exister. Le samedi, je retournais au marché de Sanois. Une habitude que j'avais abandonnée après une remarque méprisante de Claire sur les légumes hors de prix et les sacs en toile. Je flânais entre les étals, touchais les tomates, humais les herbes fraîches. Je parlais avec les marchands, choisissais des fromages que je ne connaissais pas. J'achetais des choses inutiles mais belles, un petit pot de miel de lavande, une coupelle peinte à la main. Je n'avais à me justifier auprès de personne. Des amis d'autrefois ont refait surface. Des femmes croisées à la chorale, à la bibliothèque, au yoga du lundi. Personne ne m'a interrogé. Personne ne m'a demandé de raconter. Elles étaient là, présentes. Hélène m'a invité à prendre le dessus sa terrasse. On a parlé de nos enfants devenus étrangers, du vide après la course, de ces promesses silencieuses qu'on s'était faites à nous-mêmes. Marie est venue avec des scones encore tièdes. Elle m'a juste dit,
Je suis contente que tu penses enfin à toi. Les soirées étaient devenues douces. Je dînais simplement, sans faire de plats en double, sans espérer que quelqu'un passe. J'allumais une bougie. Je lisais lentement. J'écrivais parfois une carte postale à Camille. Je lui racontais l'atelier peinture. Je joignais une photo de mon tout premier essai, une marine un peu floue. 3 jours plus tard, elle m'a répondu. C'est magnifique, mamie. Je suis fière de toi. C'est mot fier, mais reste longtemps. Il n'y a pas eu de transformation spectaculaire, pas de nouvelle version de moi, juste une redécouverte. Je n'avais plus besoin de prouver que j'étais aimante et me sacrifiante. J'apprenais doucement à simplement vivre pour moi. Et pour la première fois depuis très longtemps, cela me suffisait. L'idée m'est venue un matin, en rincant ma tasse de thé. La lumière passait doucement par la fenêtre de la cuisine, dessinant des ombres pâles sur le plan de travail. J'ai regardé le jardin, les dernières feuilles s'accrochant aux branches nues, et j'ai pensé à Henri. Des années plus tôt, bien avant les enfants, les urgences, les prêts et les renoncements, Henri et moi avions fait une liste. Nous l'appelions notre liste un jour peut-être. Elle était rangée dans un petit carnet de spirale que nous gardions dans la table de nuit. Nous avions écrit des choses comme voir les cerisiers à Kyoto, ou goûter du pain frais en Provence, que taillant des rêves suspendus, remis à plus tard, quand le temps s'ouvrirait enfin. La plupart de ces projets étaient restés en sommeil. La vie s'était remplie, pas mal, juste dense. Puis Henri était tombé malade, et quand nous avons retrouvé le carnet, il était trop tard pour qu'il puisse voyager. Je l'ai glissé discrètement dans le tiroir de son cercueil, avec d'autres silences que je n'avais jamais dits. Mais ce matin-là, devant la fenêtre, j'ai repensé à une ligne qui m'appartenait vraiment, visiter le sud de la France. Nous l'avions souligné 2 fois. Je suis allé chercher mon ordinateur et j'ai regardé les vols pour Nice. J'avais l'impression de faire quelque chose d'interdit, presque égoïste. Pendant si longtemps, chaque euro dépensé était pesé selon les besoins des autres. Cette fois, il n'y avait personne à consulter. Personne à ménager. J'ai cliqué sur réserver et mes mains ont tremblé. J'ai fait une valise légère, 2 robes, un carnet, un guide de voyage jauni par le temps. Le volume était long, mes articulations protestaient un peu, mais quand j'ai mis les pieds sur le tarmac, le soleil niçois m'a enveloppé comme un baume. J'ai flâné sur les marchés, goûté des croissants encore chaudes, passé des heures à une terrasse sans regarder le hir. Je ne cherchais pas à tout voir. Je ne voulais pas cocher des cases. Je voulais juste être là, entièrement. Un après-midi, je me suis assise sur une banque face à la mer. Je suis restée jusqu'au crépuscule. Qu'est-ce que j'ai pensé à Henri? Je l'ai imaginé à mes côtés, ses doigts dans les miens. Je lui ai murmuré que j'étais. Pas avec tristesse, avec tendresse. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à Camille. Un rêve de coche, ai-je écrit. Elle m'a répondu avec 3 choses et une phrase. La prochaine fois, je viens avec toi. Tenir cette promesse n'était pas un voyage, qu'était une mémoire, qu'était honorer une version de moi que j'avais trop longtemps oubliée. Et enfin, sous ce ciel du sud, elle respirait à nouveau. Elle est arrivée un dimanche après-midi, un sac à dos sur l'épaule, l'air un peu plus sérieux que d'habitude. Je ne l'attendais pas, il n'y avait ni message ni appel, juste 3 petites coupes à la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert et que je l'ai vu, quelque chose en moi s'installait. J'espère que ça ne te dérange pas, a-t-elle dit, la voix basse. J'avais besoin de te voir. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour ouvrir grand la porte et l'embrasser. Ses bras m'ont entouré avec une sincérité rare. Elle sentait la vanille et un peu la pluie, et je me suis rendu compte à quel point elle m'avait manqué. Pas seulement elle, l'adolescente brillante qu'elle était devenue, mais aussi la petite fille qui me glissait sa main dans la mienne sans raison. Nous nous sommes installés dans la cuisine. Je lui ai servi du thé, même si je savais qu'elle préférait un chocolat glacé. Elle n'a rien dit. Elle a regardé autour d'elle comme si chaque objet contenait un souvenir. Cette maison avait été son refuge autrefois. Aujourd'hui, elle semblait sans souvenir. Elle est allée droit au but. Ils m'ont dit que tu te détachais, que tu voulais prendre du recul.
mais qu'elle ne te ressemble pas. Je l'ai regardé dans les yeux, laissant le silence s'installer avant de répondre. Je ne me suis pas éloigné. J'ai juste arrêté de me faire oublier. Elle a hoché la tête lentement, pas comme quelqu'un qui approuve, mais comme quelqu'un qui comprend peu à peu. J'ai alors partagé une partie de ce qui s'était passé, pas tous les détails, juste l'essentiel. Je lui ai expliqué que j'avais passé des années à croire que l'amour devait s'exprimer par le don, que ma place dans leur vie dépendait de mon utilité. Et quoi force de donner, je m'étais perdu. Elle m'a écouté sans m'interrompre, ses mains serrées sur sa tasse. Puis elle a dit, presque en chuchotant, je ne savais pas. J'ai cru qu'on était proches, tous ensemble. On l'a été peut-être, ou j'ai voulu le croire, mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil, et ce n'est pas grave. Elle est restée longtemps. Nous avons parlé de son lycée, de ses lectures, d'un garçon dont elle n'avait encore parlé à personne. Elle a ri doucement en parlant de ses profs, et son rire me rappelait les après-midi où elle faisait semblant de lire alors qu'elle dessinait sur la table. Avant de partir, elle a sorti de son sac un petit carnet à spirale. J'ai dessiné qu'après que tu m'as envoyé la photo de la mer. Que était un croquis, une femme assise sur une banque, face à la mer. Je l'ai reconnue. Que était moi. Je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai attendu qu'elle parte, que la porte se referme, que ses pas s'éloignent. Alors, j'ai posé le dessin sur mes genoux, et j'ai compris que, pour la première fois, quelqu'un m'avait vraiment vu. Il était un peu plus de 16 heures quand j'ai aperçu sa voiture se garer devant la maison. Un SUV gris métallique, celui qu'ils avaient acheté l'année où j'avais réglé le dernier à compter. Je suis resté derrière la fenêtre du salon, sans bouger. Claire en est descendue lentement, un long gilet sur les épaules, des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Elle est restée figée un moment devant la porte, puis elle a sonné. J'ai ouvert et attendu. Elle a retiré ses lunettes et dit simplement « Bonjour maman ». Sa voix avait le même ton qu'avant, mais elle était tendue, presque sur la défensive. Je me suis écartée pour la laisser entrer. Elle est à travers le couloir du regard, comme si elle cherchait quelque chose de familier ou d'oubli. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine. Elle n'a pas retiré son gilet. J'ai pensé qu'on devrait parler, a-t-elle commencé, les yeux fouillants. J'ai acquiescé sans un mot. Elle triturait l'agneau à son doigt, un geste qu'elle faisait déjà enfant quand elle avait peur de se faire gronder. Je ne savais pas que Hugo t'avait envoyé ces messages. Pas comme cas, en tout cas. Il était en colère. Je ne l'ai pas validé, tu sais. Je l'ai écouté. Ses mots étaient soigneusement choisis. Un équilibre entre justification et distance. Elle ne s'excusait pas vraiment. Elle racontait une version douce, presque atténuée, de ce qu'elle savait être brutale. Elle soupira. On traverse une période compliquée, financièrement. Avec Hugo, c'est tendu. On n'a pas réfléchi. Je ne répondis pas tout de suite. J'ai attendu qu'elle termine. Puis j'ai dit calmement, je ne suis pas fâchée, Claire, mais je n'ai fini avec l'idée de mériter ma place. Elle voulut parler, mais rien ne sortit. Elle resta là, la bouche entrouverte, puis baissa les yeux. Je ne la blâmais pas. Je savais que cette phrase résonnerait longtemps. Je t'aimerai toujours, j'ai continué. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de paix, et pour la première fois, je ne suis pas prête à la sacrifier. Elle hocha lentement la tête. Les larmes ne viendront pas. Elle ne se leva pas tout de suite non plus. Puis elle murmura, d'accord, je vais y aller. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte. Elle s'est retournée une dernière fois sur les pas, comme si elle attendait quelque chose, une main tendue, une promesse. Je lui ai offert un petit signe de tête, respectueux, paisible. Elle est repartie. J'ai écouté le moteur démarrer, puis le silence reprendre sa place. Je suis resté quelques secondes adossé à la porte, et ce que j'ai ressenti n'était pas du vide. C'était de la clarté. Parce qu'il arrive un moment où les excuses ne suffisent plus, ce qu'on attend alors, ce n'est plus le pardon, c'est simplement la reconnaissance de ce qu'on a enduré. Il m'a fallu du temps pour que le calme redevienne un réconfort. Après la visite de Claire, la maison me semblait plus lourde, comme si sa présence avait révélé des espoirs trop anciens. Je déambulais lentement entre les pièces.
posant la main sur les objets familiers. Une photo de vacances, un livre dédicace. C'est pour qu'elle m'avait offert une Noël que je n'avais jamais porté, rangé tout au fond de l'armoire. Je ne l'ai pas jeté, pas par espoir, parce que qu'en avait plus d'importance. Je n'avais plus besoin de réorganiser mon espace pour m'aligner sur les attentes de quelqu'un d'autre. J'avais passé tant d'années à me modeler une version acceptable, à retenir mes mots, à plier mon cœur dans un mouchoir de silence. Je croyais que c'était être une mère, être aimée à travers l'effacement. Mais aujourd'hui, le silence ne me demandait plus d'attendre. Il me laissait respirer. Je ne vérifiais plus mon téléphone en espérant un modèle. Je ne repassais plus nos conversations dans ma tête. Je ne préparais plus mentalement des phrases que je ne prononcerais jamais. J'avais dit ce qu'il y avait à dire. Je n'avais plus rien à prouver. Ces mots, assez, prenaient maintenant tout son sens, pas dans la colère, pas dans les renoncements, mais dans l'équilibre retrouvé. J'avais été assez présente, assez généreuse, assez patiente, et je n'avais plus à offrir davantage à ceux qui ne voyaient ma valeur que dans ce que je leur donnais. J'ai passé plus de temps sur la terrasse en bois et m'étoufflais dans le vieux plaid que Henry adorait importer pour nos pique-niques. Je regardais les feuilles tournoyer dans le vent et les jours raccourcir avec douceur. Les soirées devenaient des boules de calme. Je lisais lentement, sans attendre la fin. Je cuisinais pour une, et cela suffisait. Camille m'appelait souvent, pas tous les jours, mais suffisamment pour que je sentais que le fil entre nous tenait bon. Elle ne posait jamais de questions sur sa mère. Elle demandait comment avant que ma peinture, quel roman m'avait accroché, si j'avais revu les écureuils du jardin. Et surtout, elle disait je t'aimais sans hésiter et toujours en premier. J'avais repris l'écriture d'un petit journal. Pas un carnet de confidences, mais un espace pour noter l'essentiel. Les détails invisibles, les instants précieux, les pensées fugaces. Un matin, j'ai relu une phrase griffonnée. Aujourd'hui, j'ai ressenti de la paix sans raison. Je crois que qu'est-ce qu'à guérir, et qu'était vrai. Il n'y avait pas eu de transformation spectaculaire. Aucun renouveau éclatant. Juste une femme, dans sa maison, sur le espace vide, qui avait enfin compris que la porte qu'elle avait fermée ne menait pas à la perte. Elle menait à elle-même. La mer était plus calme que je ne l'imaginais. J'étais assise sur ces mêmes bancs, sur la promenade des Anglais, là où j'avais regardé le soleil descendre le premier soir de mon arrivée à Nice. L'air portait une légère brise, assez fraîche pour garder mon écharpe sur les épaules, mais douce, presque enveloppante. C'était devenu mon endroit favori, pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il ne me demandait rien. Il m'acceptait comme j'étais. J'ouvris le petit carnet que j'avais emporté dans ma valise. C'est lui que j'avais commencé à remplir une fois le tumulte apaise. Sur la première page, une photo glissée là par Camille. Elle nous montrait toutes les deux il y a longtemps, sur la balançoire de leur jardin. Elle riait, ses bras autour de mon cou, et moi j'avais les yeux fermés de bonheur. J'avais oublié qu'on nous avait pris une photo ces jours-là. La voix, la fille dans ces moments, m'a bouleversé plus que je ne l'aurais cru. J'ai pris mon stylo et écrivis, rien de grand, juste le présent, le goût doux de citron que je venais de boire, le son foutre des vagues, la façon dont mon cœur ne se serrait plus en pensant à Claire. Je ne ressentais plus ni colère ni tristesse, juste une distance qui ne faisait plus mal. Certaines blessures ne laissant pas de cicatrices. Elles s'effacent, doucement, jusqu'à ne plus faire partie de soi. Camille m'avait envoyé une carte la semaine d'avant. Un petit brin de lavande séché était collé à l'intérieur. Derrière, elle avait écrit « J'espère que tu trouves tout ce que tu as attendu trop longtemps. » Je l'avais lu plusieurs fois. Elle y avait que don de dire l'essentiel sans prétention. Et je l'avais trouvé, pas dans une renaissance spectaculaire, mais dans les détails redevenus précieux. Une tasse chaude entre mes mains. Une conversation sincère. Une nuit complète sans revers de ce qu'on aurait pu être. Je l'avais trouvé dans cette absence de besoin de convaincre qui que ce soit. Je n'étais plus dans l'espoir. J'étais dans la vie. Le soleil commençait à descendre, projetant une lumière dorée sur les façades colorées. Je refermais mon carnet et me levai lentement. Mais que nous protestions un peu,
mais mon corps ne me pesait plus. Je longuais la mer, laissant les vagues m'approcher sans me toucher. Je n'avais pas peur de ce qui viendrait. J'étais prête à l'accueillir. La paix n'est pas l'absence de douleur, c'est la décision de ne plus ouvrir la porte à celle qui frappait sans invitation. Et cette porte, je l'avais refermée. Pas dans le bruit, pas dans le fracas, mais dans la douceur de l'amour que je m'accordais sans fin. Et alors que je prenais le chemin du retour, mes pas lents, mes assures, je le ressentis pleinement. Ce calme, cette plénitude. Ce n'était pas une fin, qu'était pour la première fois un commencement.